Bonjour à tous et bienvenue à Neurospin. On va continuer aujourd'hui notre voyage dans le cerveau avec une troisième conférence du docteur Philippe Vernier qui va nous raconter une petite histoire naturelle des émotions. Bonne conférence. Merci beaucoup. Donc je vais essayer de... Voilà, donc merci beaucoup à vous tous d'être là. Merci beaucoup à Neurospin de nous accueillir, et à la Semaine du Cerveau de permettre de partager avec vous nos passions. D'ailleurs, je suis honoré parce que le directeur national de la Semaine du Cerveau, Roland Salès, est là. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour les neurosciences. Et quand je disais il s'agit de passion, effectivement, c'est de ça dont il va s'agir aujourd'hui, puisqu'on va parler de biologie des émotions. Je vais peut-être me présenter aussi brièvement. Je m'appelle Philippe Vernier. Je pense que le micro est allumé, mais vous m'entendez ? Donc j'étais en train de dire que je m'appelais donc Philippe Vernier, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige l'Institut des neurosciences Paris-Saclay qui va être dans quelques mois le voisin de ce bâtiment, puisque le bâtiment blanc tout neuf en face de Neurospin est celui qu'on va occuper d'ici la fin de l'année, on espère tous très fort. Vous pourriez penser que vous êtes aussi légitime que moi pour parler des émotions, parce que s'il y a bien un phénomène qu'on partage tous et en permanence, c'est bien le phénomène émotionnel. Et vous aurez raison. Donc simplement, je vais essayer de donner un éclairage un peu différent de celui que vous connaissez peut-être, dont vous avez l'expérience habituelle. Et la première question qu'on peut se poser, c'est évidemment qu'est-ce que l'émotion, d'essayer d'en donner une définition, même si intuitivement et par votre expérience, vous savez parfaitement ce qu'est le phénomène émotionnel. Donc tout d'abord, le phénomène émotionnel, c'est évidemment un sentiment éminemment subjectif. Chacun d'entre nous le ressent à chaque instant. C'est un sentiment intime qui nous place en face de nous-mêmes. C'est un phénomène qui est largement conscient, c'est intéressant, même s'il y a des aspects inconscients de l'émotion, c'est majoritairement un phénomène qui nécessite notre pleine participation et qui nous rend conscients au monde et conscients du monde. Donc il comprend un certain nombre de grandes caractéristiques. On considère 6 émotions fondamentales qui sont mentionnées ici, la joie, la surprise, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût, avec un très grand nombre de variations autour de ces 6 émotions fondamentales. Si c'est un état conscient, c'est un état qui nécessite un état d'éveil. Alors ça, on commence déjà à faire un tout petit peu de neurobiologie en parlant de ça, puisqu'effectivement, pour être ému, il faut être présent à l'événement que l'on vit. Ça nécessite donc un état d'éveil physiologique plus ou moins intense. Et c'est une autre caractéristique de l'émotion, c'est qu'elle est variable en intensité. La dernière caractéristique extrêmement importante, c'est que l'émotion a toujours une expression comportementale. C'est une manifestation dans le corps, c'est une manifestation de ce que nous ressentons, mais dans le corps, avec des réactions périphériques plus ou moins importantes. Si on est ému, le cœur va s'accélérer, la peau peut rougir, on peut transpirer, etc., etc. Il y a un très grand nombre de manifestations corporelles de ces émotions. Mais le point le plus important sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est que en fait, le phénomène émotionnel est un phénomène qui est fondamental à notre existence, à notre conscience au monde, puisque en fait, c'est les émotions qui donnent une valeur positive ou négative à chacun des instants que l'on vit. On ne vit pas sans donner une valeur à tout ce que l'on vit. La valeur peut être très largement neutre, elle peut être agréable ou désagréable, mais en permanence, on évalue l'événement qu'on vit par rapport à notre expérience et par rapport à ce qu'on en attend. On évalue la valeur, on verra que c'est un aspect très important de l'émotion. Et puis on le fait avec une certaine intensité, plus ou moins forte. Et ça aussi, c'est une caractéristique très importante de l'émotion. Et quand ensuite on va parler des mécanismes neurobiologiques de l'émotion, eh bien ce codage de l'intensité sera évidemment important. Et donc l'émotion est absolument essentielle. Elle a été longtemps négligée d'ailleurs par les médecins ou les neurobiologistes. Mais on sait aujourd'hui que c'est un phénomène absolument essentiel, puisque c'est l'existence de ce phénomène émotionnel qui donne finalement un sens à tous les événements qu'on vit et qui leur donne leur signification historique pour notre propre histoire. Et on verra à la fin que c'est évidemment un élément essentiel de l'émotion, c'est aussi de nous construire tels que nous sommes en tant qu'individus.
Alors, ces choses-là étant dites, on peut passer à un aspect très particulier de l'émotion sur lequel dont je vais parler de façon un peu plus abondante maintenant, et c'est l'expression des émotions. Et la première, dans l'espèce humaine, la première manifestation de cette émotion est très souvent sur le visage. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement bien décrit par de nombreux écrivains et de nombreux artistes. Mais là, j'ai choisi de prendre les célèbres dessins de Charles Lebrun, donc le peintre du roi Louis XIV, qui a écrit un traité des émotions et qui a dessiné et peint les émotions, et en reconnaissant en fait les 6 émotions fondamentales que les neurobiologistes identifient ou les psychologues identifient aujourd'hui. Et donc c'est un très grand précurseur de ce point de vue. D'ailleurs, c'est très souvent le cas. Les artistes, très souvent, préfigurent par leur art et l'intensité de leur appréhension du monde ce qu'ensuite les scientifiques découvrent. Et par exemple, je ne peux pas résister à la tentation de vous lire l'introduction du traité des passions de Charles Lebrun, parce que finalement, il dit des émotions à peu près ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis obligé d'enlever mes lunettes. La passion est un mouvement de l'âme qui réside dans la partie sensitive. Vous voyez qu'il avait bien perçu que l'émotion nécessite de percevoir le monde, qui lui fait poursuivre ce qui lui pense être bon ou fuir ce qui lui paraît mauvais. Donc, vous voyez, le codage de la valeur est ici également parfaitement bien montré. Il dit ce qui cause à l'âme quelques passions, fait faire au corps certains mouvements, donc l'expression corporelle des émotions est également présente, et produit des altérations dont il rapporte les principales. Ensuite, il prétend que l'âme reçoit l'impression des passions dans le cerveau. Donc, c'est aussi une très grande prémonition de penser que l'émotion se construit dans le cerveau et qu'elle en ressent des effets au cœur, là encore une fois, l'expression corporelle, et que comme le cerveau est la partie du corps où l'âme exerce le plus immédiatement ses fonctions, le visage est aussi celle où elle se fait voir le plus particulièrement ce qu'elle ressent, donc l'expression faciale des émotions. C'est pour cette raison qu'il est appelé miroir de l'âme. Donc vous voyez que tout est dit en quelques mots, enfin, Lebrun dit exactement, de façon d'ailleurs beaucoup plus élégante que moi, les définitions que je vous ai données juste avant. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que finalement, cette expression faciale des émotions, elle a été réévaluée plus récemment. Je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer ce travail relativement récent d'une équipe américaine qui a essayé de voir comment notre cerveau analysait les expressions faciales. Donc là, cette équipe a reconnu 22 expressions faciales, mais si vous regardez les dessins de Lebrun, eh bien finalement, il les a à peu près toutes décrites. Et tout ça pour montrer qu'effectivement, l'expression faciale des émotions dans l'espèce humaine est reconnue comme un véritable langage. Et ça, j'amène une notion supplémentaire, c'est qu'en fait, nous passons un temps considérable, même tout notre temps, que nous interagissions socialement, à interpréter en permanence les émotions de l'autre. La parole est évidemment un véhicule très important de la communication, mais l'expression non verbale l'est au moins autant, sinon plus. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe dans un film de cinéma et qu'on mesure le temps parlé et le temps non parlé, on s'aperçoit que toujours le temps d'interprétation purement visuelle est beaucoup, beaucoup plus long, à part peut-être quelques exceptions de certains films très bavards, mais dans la plupart des cas, c'est la communication non visuelle qui est la plus importante, à la fois au cinéma et dans nos interactions. Donc cette dimension de communication sociale est très importante, et je vais y revenir dans la suite. Alors, historiquement, ces émotions ont été étudiées à partir de façon très détaillée, je dirais, à partir du début du XXe siècle, et essentiellement par des psychiatres et des psychologues. Et un des plus connus est Plutnik, qui a fait cette célèbre roue des émotions qu'on trouve partout sur Internet ou dans de très nombreux articles de vulgarisation, et qui reprend, mais finalement sous une forme simplement, un peu enjolivée, ces notions d'émotions fondamentales, avec toujours les mêmes 6 émotions de base: joie, peur, surprise, tristesse, dégoût, colère, avec simplement ici une déclinaison en intensité, puisque c'est un point très important, les émotions sont variables en intensité, et puis avec là encore toute une variation de nuances dans les émotions. Il y a un continuum, bien sûr, de la colère à la joie, de la peur au dégoût, de la tristesse à la surprise,
qui est la particularité des émotions dans l'espèce humaine. Mais évidemment, il n'y a pas que l'homme qui ressent les émotions. C'est d'ailleurs le sujet principal de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que tous les animaux, probablement tous les animaux, peut-être pas quels qu'ils soient, mais une immense majorité des animaux ont besoin également de coder la valeur des événements qu'ils vivent. C'est indispensable à leur survie, c'est indispensable à leur adaptation au milieu dans lequel ils vivent. Et donc, dans une très large mesure, le phénomène émotionnel est peut-être pas universel dans l'espèce animale, parce qu'il y a des animaux extrêmement simplifiés, très frustes dans leur manière de vivre, mais en tout cas pour tous ceux qui ont des interactions complexes avec l'environnement, et sans aucun doute tous ceux qui ont des interactions sociales. Et c'est aussi assez intéressant de voir que cette notion d'émotion animale avait là aussi été anticipée par Charles Lebrun, qui, vous voyez sur ces très jolis dessins, faisait une correspondance entre l'âme humaine et la manière dont les animaux peuvent exprimer également et représenter en fait certains traits de l'âme humaine. Donc c'est assez prémonitoire. Donc Charles Lebrun a beaucoup étudié ce qu'il appelait la physiognomie, c'est-à-dire la correspondance entre la manière dont le visage reflète l'âme et ce que les animaux peuvent également dire de cette émotion. Mais bon, à tout seigneur, tout honneur, c'est celui qui a vraiment fait rentrer la biologie des émotions dans le monde moderne et dans le monde de la biologie, c'est bien sûr Charles Darwin. Charles Darwin, qui non seulement est le père de la théorie de l'évolution, bien sûr, mais aussi est le premier à s'être interrogé, enfin le premier de façon tout à fait systématique, à s'être interrogé sur la parenté des émotions humaines et des émotions animales. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous encourage fortement à le lire. C'est absolument passionnant. C'est très bien écrit. C'est pas du tout ennuyeux. Et les remarques que fait Darwin sur les émotions animales et humaines sont d'une pertinence tout à fait étonnante. Et donc ici, sur la figure que vous voyez, donc parmi les phénomènes émotionnels que Darwin analyse, il y a la colère. Donc vous voyez ici, par exemple, un cygne dont Darwin prétend qu'il est en colère. Et puis ici, une actrice, en fait, Madame Crook, qui était une actrice célèbre à l'époque de Darwin, donc à la fin du 19e siècle, qui mime la colère. Et ça permet également de vous dire, et je vais y revenir, que bien sûr, cette expression faciale, physique des émotions est la base du théâtre, du cinéma, je l'ai déjà un peu dit, mais on comprend immédiatement ce que l'acteur veut dire grâce à cette expression. Et non seulement l'acteur, mais également, d'après Darwin, l'animal. Et là, par exemple, il emprunte à un neurologue français aussi assez célèbre, Duchesne de Boulogne, qui a beaucoup étudié en fait, cette expression faciale des émotions, cette expression de colère dégoûtée de cet homme. Ici, ce gorille, d'après Darwin, est modérément en colère. Donc il montre très bien qu'il dit qu'en fait, l'avancée des lèvres que fait ce gorille correspond à une expression de colère modérée, alors que par exemple le chien qui est en dessous, alors lui il est très en colère, de même que le chat qui est à côté semble lui très fortement effrayé. Donc encore une fois, vous voyez que même quand il s'agit des animaux, Darwin a très bien perçu cette expression physique des émotions qui en est une des dimensions essentielles et qui permet effectivement cette communication sociale à la fois chez l'homme et chez les animaux. Alors cette expression corporelle, faciale des émotions, elle est évidemment, comme je disais tout à l'heure, au cœur des processus théâtraux ou cinématographiques, et au cœur de toutes les interactions sociales, quelles qu'elles soient. Et évidemment, je ne peux pas résister au plaisir de vous dire un des plus beaux textes qui traduit l'émotion humaine, qui est bien sûr les très célèbres vers de Racine dans Phèdre. Je le vis, je rougis, je pâlissais sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais plus parler, je sentis tout mon corps étransir et brûler. On peut difficilement mieux, évidemment, traduire l'expression corporelle très forte des émotions. Et alors là aussi, c'est intéressant parce que Darwin, dans son livre, eh bien, lui aussi, il fait appel aux poètes, en l'occurrence celui qui connaissait en Angleterre. Nous, on a Racine, eux, c'est évidemment Shakespeare. Et donc, pour en faire une traduction rapide, ce qu'il dit, ce qu'il fait dire à Henri V, c'est qu'en temps de paix, rien ne permet à un homme de montrer vraiment ce qu'il est, si vous voulez, ni d'ailleurs la tranquillité ou l'humilité modeste. Mais si on ressent la déflagration de la guerre à nos oreilles,
alors on imite l'action du tigre, on durcit nos muscles ou nos tendons, on fait venir le sang à la tête, on donne à nos yeux un aspect terrible, on montre les dents, on écarte les narines, et on retient sa respiration pour amener son esprit à sa plus grande hauteur. Et c'est comme ça qu'on voit évidemment l'anglais noble. Alors, je laisse à Shakespeare la responsabilité de son côté belliqueux vis-à-vis des Anglais. Mais encore une fois, donc, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est cette perception très, très importante, très claire de cette expression physique des émotions. Alors, c'est quelque chose qui a été très rapidement, après Darwin, repris par de nombreux, pas si nombreux, mais quelques neurologues et psychologues ou psychiatres, et en particulier le plus célèbre d'entre eux, donc James, qui est un peu le père des théories modernes des émotions. Donc ce que William James, qui est le frère de l'écrivain Henry James, disait, c'était que finalement, l'émotion s'exprimait d'abord par le corps, et c'est parce que le corps ressentait l'émotion que le cerveau, finalement, vivait l'émotion. Donc c'est par le corps, d'après James, que l'émotion prend vie dans le cerveau. Alors, ces théories ont été très largement reprises par de nombreux psychologues ou dans de nombreuses modalités ayant trait à l'éducation, par exemple. Le plus célèbre de ces applications des théories de James, c'est certainement les écoles d'acteurs de type Actors Studio aux États-Unis, où on apprend aux acteurs effectivement à exprimer l'émotion en l'exprimant corporellement d'abord. Donc voilà, donc il suffit de voir, je sais pas, Robert De Niro par exemple, ou tous les acteurs de cette génération qui ont été formés à l'Actors Studio pour voir à quel point effectivement ils expriment par leur corps ces émotions. Maintenant, cette théorie de James et Lange a été contredite par Cannon, le père un des pères de la théorie de l'information, qui, avec des expériences célèbres, a montré qu'on ne pouvait pas résumer aussi simplement le phénomène émotionnel et que, notamment, le ressenti de l'émotion était trop rapide pour qu'il soit d'abord dans le corps, puis dans le cerveau. Donc il a montré ça par des expériences extrêmement brillantes. Et donc Cannon et Bird ont plutôt défendu l'idée que l'émotion est d'abord générée dans le cerveau sous l'effet d'un stimulus, par exemple ici la vue d'un serpent effrayant, et que c'est cette perception qui permet l'expression corporelle des émotions. Quoi qu'il en soit, on sait aujourd'hui que les deux aspects sont relativement indissociables, même les trois aspects, perception, évaluation de la valeur de l'événement vécu, est-ce qu'il est effrayant ou est-ce qu'il est bon, et ensuite la réaction émotionnelle qui en découle va s'exprimer. Donc ces trois aspects de perception, valeur et action, ce qu'on appelle aujourd'hui la notion d'action PVA dans l'émotion, est présente de toute façon dans ces deux théories. Alors maintenant simplement je voudrais aller un petit peu plus loin dans la compréhension de cette expression corporelle des émotions, et en particulier dans les travaux beaucoup plus récents qui ont essayé de comprendre comment finalement le cerveau faisait pour comprendre ce phénomène émotionnel. Et il y a eu tout un ensemble de travaux, notamment à l'école américaine, autour des théories chomskiennes du langage et de la communication, pour essayer de comprendre en fait comment l'expression faciale des émotions pouvait être un véhicule de communication sociale. Et par exemple, sur la diapositive qui est montrée ici, donc cette équipe américaine a utilisé en fait ce qu'ils appellent une grammaire générative, c'est encore un emprunt à Chomsky, en fait en générant, si vous voulez, des visages informatiquement, en prenant en fait des visages composites et dans lesquels on peut faire varier indépendamment le haut du visage, les yeux, le milieu du visage, le nez ou le bas du visage. Et donc, ils définissent comme ça des unités d'action, qui s'appellent donc AU, Action Unit. Donc, ils en ont défini plusieurs centaines, en fait, un petit peu comme les 22 visages que je vous montrais tout à l'heure, en faisant varier, si vous voulez, les trois parties du visage. Et ensuite, ils demandent à un sujet d'interpréter l'émotion
qu'ils pensent avoir reconnu sur ce visage. Et ici, par exemple, alors un autre aspect, excusez-moi, j'ai oublié, qui est très important dans cette analyse du visage, lors de la reconnaissance de l'émotion, c'est la dimension temporelle également, puisqu'en fait, la manière dont le visage temporellement modifie sa physionomie joue un rôle important dans la manière dont on reconnaît l'émotion. Donc ici, par exemple, dans cette action ici, c'est le bas du visage en premier qui va se modifier, également dans cette action suivante, et dans la troisième, c'est, vous voyez, plutôt le haut du visage, en fait, avec un décours temporel plus tardif. Et donc, quand on utilise en fait la moyenne de ces trois actions, pour le bas, le milieu et le haut du visage, le sujet reconnaît en fait une expression de dégoût modérée. Vous voyez que le visage permet effectivement de coder ce que j'expliquais tout à l'heure, à la fois l'émotion fondamentale, dégoût, colère, peur, et avec une intensité. Donc le visage, en fonction de la manière dont il se déforme, va permettre à la fois d'exprimer la nature de l'émotion et également son intensité. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de voir que le cerveau interprète au cours du temps, en temps réel certainement, mais au cours du temps, ce changement facial des émotions. Alors, est-ce que le film va marcher ? Il marche ? Oui. Alors là, vous voyez, dans cette étude, l'autre question qui se sont posées, c'est de savoir si la reconnaissance faciale des émotions était universelle. C'est un grand débat chez les psychologues et les anthropologues depuis très longtemps, de savoir si l'expression faciale des émotions est une expression qu'on retrouve de façon très semblable dans toutes les cultures humaines, ou si au contraire, il y a des différences d'une culture à l'autre. Et donc ici, ils ont utilisé donc deux grands ensembles culturels qui s'opposent à bien des égards, le bloc asiatique et le bloc occidental. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans cette étude, ils voient très nettement que la manière dont la catégorisation faciale des émotions se fait par des sujets asiatiques ou par des sujets occidentaux est différente. Donc globalement, le haut du visage est utilisé pour la reconnaissance de l'émotion de façon préférentielle dans les cultures asiatiques, alors que c'est plutôt le bas du visage dans les cultures occidentales. C'est aussi ce qui est montré de façon un peu plus quantifiée sur cette figure ici. Vous voyez donc en fait ce qui est la prédominance occidentale est marqué en bleu, ce qui est la prédominance orientale est marqué en rouge. Donc on voit, et ici le décours temporel des changements morphologiques sont également mentionnés. Donc on voit par exemple qu'effectivement, dans le cas des sujets orientaux, c'est très rapidement l'expression du haut du visage qui va être utilisée pour la reconnaissance d'une émotion agréable, d'un caractère heureux, alors que ça sera beaucoup plus l'intégralité du visage avec un décours temporel plus tardif dans les cultures occidentales. Pour au contraire l'expression de la tristesse, mais on voit que c'est plutôt l'expression faciale basse et lente qui va être reconnue par les sujets asiatiques, alors que c'est différent donc, dans les sujets occidentaux. Donc il n'y a pas d'universaux. La conclusion de cette étude, c'est qu'il n'y a pas d'universaux de reconnaissance émotionnelle, qu'elle est très largement culturelle. Et d'ailleurs, là aussi, je pense que les artistes l'avaient vu depuis très longtemps, parce que quand on analyse, par exemple, donc c'est montré dans un autre travail que je n'ai pas le temps de vous montrer ici, donc j'ai choisi de ne pas vous montrer, si on regarde les masques du théâtre No, par exemple, eh bien c'est la même chose. La manière dont les expressions sont figurées sur ces masques correspond très bien, en fait, à cette manière d'exprimer les émotions dans la culture orientale. Et si on regarde des masques, au contraire, occidentaux, vénitiens, par exemple, eh bien on voit que la manière d'exprimer les émotions correspond en fait à cette prédominance haute ou basse, lente ou rapide des mouvements du visage. Alors, un autre aspect très important de la reconnaissance faciale des émotions, c'est l'effet de contexte. Alors, là aussi, je vais utiliser un travail récent d'une équipe israélienne qui a étudié, en fait, c'est assez rigolo, je trouve, c'est les mimiques faciales des joueurs de tennis. Donc là, à votre avis, que ressentent ces joueurs de tennis ? On a vraiment l'impression qu'ils souffrent, hein. Ça n'a pas l'air agréable quand même, hein.
Globalement, ils ont l'air vraiment soit de souffrir beaucoup, soit d'être assez en colère. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le contexte dans lequel le visage a été, enfin, du contexte duquel le visage a été tiré, on voit qu'en fait, les 3 images du haut correspondent à en fait, un joueur qui a gagné, et les 3 images du bas à un joueur qui a perdu. Vous reconnaissez peut-être Rafael Nadal ici, Andy Murray. Et donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, en fonction du... Si vous ne regardez que le visage, bien, l'ambiguïté peut être très grande sur la manière dont vous interprétez l'expression faciale. En revanche, si elle est mise dans un contexte corporel complet, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'interpréter. En général, il n'y a pas d'ambiguïté. D'ailleurs, les résultats de l'étude sont montrés ici. On voit ici que pour donc si on fait reconnaître à la fois donc la face et le corps, bien les gens ne se trompent que très peu de savoir si la personne a perdu en gris clair et gagné en gris foncé. Si on regarde le corps, c'est pareil, l'ambiguïté est assez faible. Quand on n'a que le visage, pratiquement on se trompe tout le temps. On a vraiment l'impression qu'ils ont perdu dans les 2 cas, alors que bien sûr c'était 3 fois gagné, 3 fois perdu. Donc ça, c'est un autre aspect très important qui, là aussi, est très fortement utilisé, employé dans les techniques théâtrales, hein, où ce n'est pas seulement le visage qui trahit l'émotion, mais l'ensemble du corps. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, j'avais montré un film de Charlie Chaplin. Je ne parlais pas des émotions l'année dernière, mais de la prise de décision. Il y a des points communs très forts. Et on voyait très bien que, sans dire un seul mot, Chaplin est capable d'exprimer une infinité d'émotions. C'est extrêmement spectaculaire. Et il le fait aussi bien par le corps que par le visage. Et c'est un élément contextuel qui est très important. Alors, pour le moment, j'ai parlé exclusivement de l'espèce humaine, mais je voudrais en venir aux animaux, bien sûr, puisque c'est un des sujets dont je voudrais parler principalement en fait, aujourd'hui. Cette communication faciale, elle n'est pas utilisée que par l'être humain, loin de là. Beaucoup d'éthologistes ont étudié depuis maintenant une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, en fait, à la suite de Darwin, cette expression faciale des émotions, et un nombre non négligeable d'espèces utilisent également la face, le visage, d'une manière prédominante pour les interactions sociales, pour véhiculer leurs émotions. Par exemple, dans ce travail d'un chercheur allemand que personnellement j'aime beaucoup, Michel Brecht, avec une de ses collaboratrices, ils ont analysé de très nombreuses expressions faciales ou de très nombreuses interactions faciales. Il ne s'agit pas seulement de reconnaissance visuelle, il peut s'agir d'interactions faciales directes. Les animaux se touchent le visage. Donc chez les primates, le regard est prédominant, très fort. Et chaque espèce a des particularités. Par exemple, l'espèce humaine a des aspects de reconnaissance faciale qui lui sont propres, notamment la peau glabre et les lèvres roses, qui font que l'espèce humaine est extrêmement spécialisée pour reconnaître les expressions faciales de sa propre espèce et le fait beaucoup plus difficilement pour des espèces qui ne sont pas les espèces humaines. Reconnaître l'expression faciale de l'émotion sur un poisson ou sur une grenouille, ça vous semble presque absurde. Et pourtant, ces animaux sont capables d'exprimer des émotions. Chez les oiseaux, c'est la même chose. Il y a un travail célèbre qui a été fait par notre collègue Zafran en Belgique, qui montre que les poules reconnaissent extrêmement bien l'expression faciale des émotions chez elles, alors que nous, on est absolument incapables de le reconnaître. Elles le font pratiquement sans aucune ambiguïté. Chez les rongeurs, donc c'est les caractères qui sont utilisés au niveau facial pour la reconnaissance des émotions est plus diversifié. Donc il y a beaucoup les vibrisses, les moustaches, qui sont des organes sensoriels essentiels pour ces animaux, dont beaucoup sont des animaux nocturnes d'ailleurs, donc ils voient très mal, donc ils utilisent essentiellement les vibrisses pour se toucher et communiquer. Mais également, en fait, la forme des joues, ils peuvent gonfler ou pas les joues, utiliser la salive, les dents, comme vous voyez également sur cette photo. Donc l'expression faciale des émotions n'est pas du tout spécifique de l'espèce humaine, elle est utilisée encore une fois par un très grand nombre d'animaux, et en tout cas de façon assez prédominante par presque tous les animaux sociaux. Donc c'est bien d'une forme de communication sociale dont il s'agit. Cette expression faciale des émotions, c'est un vrai langage en réalité. Voilà, donc
je pense qu'après vous avoir montré un peu ces caractéristiques générales des émotions, et cette expression faciale qui est si importante, on peut évidemment maintenant se poser la question de savoir comment notre cerveau génère ces émotions, comment il les utilise pour ces aspects de communication. Donc je voudrais aborder un petit peu avec vous maintenant les bases neurales des émotions. Et là encore, c'est un travail, ce sont des recherches qui maintenant ont plus d'un siècle correspondent à plus d'un siècle de travaux, et avec des progrès extrêmement importants, des découvertes majeures qui ont été faites notamment ces 10 ou 15 dernières années, la recherche sur les émotions ayant été relancée, comme je l'avais expliqué je crois l'année dernière, par en fait la prise de conscience que l'émotion est un élément essentiel dans le comportement de tous les jours, et surtout dans les prises de décision plus ou moins cruciales que l'on a à faire à chaque instant de sa vie. Alors la première vraie interrogation et les vraies démonstrations des bases neurales des émotions, bon, il y en a eu beaucoup, hein, notamment les neurologues français comme Broca, je citais Duchesne de Boulogne tout à l'heure, mais il y en a eu d'autres, Gratiolet, etc. Il y en a eu beaucoup qui ont cherché les bases neurales des émotions. Mais c'est vrai que le travail le plus déterminant, le plus célèbre aussi, parce qu'il a été très médiatisé, c'est le cas Phineas Gage, que vous connaissez aussi sans doute. C'est cet ouvrier américain qui travaillait donc, sur un chantier où on creusait on faisait des trous pour mettre des charges explosives, hein, pour pouvoir en fait, creuser, je ne me souviens plus si c'était une route ou, enfin, en tout cas à côté d'un bâtiment. C'était un chemin de fer, vous avez raison. Et donc Phineas Gage, en fait, devait mettre une barre de fer dans le trou, et malheureusement, il y avait déjà une charge explosive, ce qui fait que la barre de fer, qui mesurait à peu près 1,20 m, lui a traversé, donc comme vous voyez ici sur cette reconstruction qui a été faite par Anna Damasio et son mari, Antonio Damasio. Donc en fait, la barre a pénétré par la partie inférieure de l'orbite gauche, et ensuite a traversé le crâne dans sa partie antérieure. Et donc évidemment, c'est un accident très, très spectaculaire. Et ce qui a été encore plus étonnant, c'est que Phineas Gage en fait, est resté conscient malgré cet accident. Et donc on l'a transporté à l'hôpital et on l'a soigné. Et au bout de quelques semaines, il semblait aller parfaitement bien. Donc ça paraissait presque miraculeux que quelqu'un qui est comme ça perdu la moitié de la partie antérieure du cerveau puisse continuer à survivre. Mais ce qui a rapidement été noté, c'est le changement de comportement de Phineas Gage. C'était un ouvrier modèle, père modèle, mari modèle. Et en fait, assez rapidement, sa femme est revenue voir le neurologue, dont le nom m'échappe momentanément, pour lui dire que son mari avait beaucoup changé. Il était devenu extrêmement grossier, il était très très indifférent. Donc justement, cette expression des émotions chez lui était très fortement estompée. Tout lui était égal. Et puis, bon, il avait tout un ensemble de troubles de comportement. En particulier, il était capable, alors que lui était très économe, de dépenser tout son argent en quelques heures, ou de faire des choix de façon extrêmement impulsive. Donc toutes ces caractéristiques, impulsivité, perte des interactions sociales normales, apprises, et puis indifférence émotionnelle, caractérisent effectivement cette région du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, et sur lequel je reviendrai, dont on sait qu'il est très important. Ce n'est pas du tout la seule région importante pour les émotions, mais ça a été, disons, la première étude assez précise, qui a été ensuite reprise par encore une fois Anna et Antonio Damasio, et reprise par beaucoup d'autres personnes, sur le rôle du cortex préfrontal, pour montrer que cette région du cerveau joue un rôle critique dans une partie de l'expression des émotions dans l'espèce humaine. Donc, pour pouvoir avancer dans la compréhension des mécanismes neurobiologiques de l'émotion, il faut reprendre ces trois éléments phénoménologiques dont je parlais tout à l'heure, qui sont la perception, la valorisation et l'action. Finalement, être ému, c'est percevoir un événement, c'est lui donner une valeur, positive ou négative, avec plus ou moins d'intensité, et c'est ensuite agir, même si c'est une expression corporelle simple, sans action déterminante,
dans tous les cas, il y a une composante d'action dans le phénomène émotionnel. Donc, ce n'est pas une énorme surprise de s'apercevoir que finalement, la réponse émotionnelle, elle dépend des systèmes neuronaux, pour ceux qui m'ont entendu l'année dernière, qui en fait reprennent une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctions exécutives, qui sont ces régions cérébrales qui sont importantes pour la prise de décision. Parce qu'en effet, être ému, c'est donner de la valeur aux événements vécus. Donc les systèmes neuronaux qui codent la prédiction de la valeur et l'erreur sur cette valeur, puisque c'est extrêmement important de savoir si finalement, à chaque instant, ce qu'on vit correspond bien à ce qu'on attend ou si c'est différent, et on apprend en permanence à adapter son comportement à cette différence entre la valeur attendue et l'erreur sur cette valeur. Réfléchissez à tout ce que vous faites, vous verrez que vous faites cette estimation en permanence. Donc les systèmes qui codent ça sont très importants pour les émotions. Évidemment, c'est un phénomène qui est associé à de l'apprentissage. Quand on apprend, c'est toujours en donnant une valeur à ce qu'on apprend. L'apprentissage est largement dépendant de ce qu'on appelle un conditionnement opérant, dépendant de la récompense qu'on en attend. Donc ça correspond à des mécanismes de conditionnement opérant. Et c'est une composante évidemment très importante de la prise de décision basée sur la valeur estimée en fonction d'un contexte, ce qu'on appelle donc les fonctions exécutives dans le cerveau. Et donc effectivement, je ne vais pas aller beaucoup dans les détails, là on peut passer plusieurs dizaines d'heures à décrire ces systèmes qui aujourd'hui ont été très largement décryptés, mais on retrouve les systèmes principaux de codage de la valeur, notamment d'attente de la valeur et de la récompense attendue, qu'on trouve dans des régions des noyaux gris centraux, la partie ventrale des noyaux gris centraux, ce qu'on appelle chez les rongeurs le noyau accumbens par exemple, le cortex préfrontal pour la planification de l'action et le jugement par rapport au contexte attendu, l'amygdale pour le codage de l'intensité de l'émotion, de la valeur, et en particulier quand il s'agit d'émotions négatives. La colère, la peur impliquent très fortement les systèmes de l'amygdale cérébrale, mais également, ce qui n'est pas figuré ici, plusieurs régions de l'hypothalamus, qui est une région du cerveau qui gouverne en fait l'expression corporelle des émotions, l'accélération du cœur, le changement de la pression artérielle, l'accélération de la respiration. Tous les phénomènes physiques qui accompagnent l'émotion sont dépendants d'actions sur des noyaux qu'on trouve dans les régions hypothalamiques du cerveau. Le cervelet également a été impliqué, et puis plusieurs régions du cortex, chez l'homme, l'insula par exemple. Tout un ensemble de régions qui serait très fastidieux et ennuyeux de décrire, et donc que je résume simplement ici sur cette diapositive pour vous montrer qu'on connaît maintenant relativement bien ces zones émotionnelles. Je voudrais juste vous rappeler en fait la manière dont un des systèmes très importants pour les émotions fonctionne, j'ai oublié de le mentionner ici, c'est qu'en fait les neurones qui projettent sur ces régions ventrales des ganglions de la base ou sur le cortex préfrontal, en fait, émanent d'un petit noyau, d'un petit groupe de cellules dans le cerveau moyen, ce qu'on appelle le mésencéphale. Ces neurones fabriquent un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine et qui joue un rôle tout à fait central dans ce codage de la valeur. Et cette notion, elle a été très bien montrée par un chercheur suisse qui travaille maintenant en Angleterre, Wolfram Schultz, qui à mon avis, a fait les expériences les plus démonstratives et les plus concluantes sur le rôle de ces neurones à dopamine et sur la manière dont la valeur est codée dans le cerveau. Donc ici, je suis désolé, c'est en anglais, mais les expériences sont relativement simples. Ce sont des expériences qui sont faites chez le singe et pour lesquelles en fait, on enregistre avec des électrodes qu'on met dans le cerveau au niveau du cortex préfrontal dans ce cas-ci, soit le cortex préfrontal, soit les régions basses des ganglions de la base. Je précise pour les âmes sensibles que en fait, le cerveau est insensible. Donc on peut-être qu'hier, d'ailleurs Cyril Poupon vous l'a dit, hein, le crâne la peau du crâne est douloureuse, le crâne est douloureux, les méninges sont douloureuses, mais le cerveau lui-même est absolument insensible. Donc c'est pas du tout barbare de mettre des électrodes dans le cerveau. On le fait couramment chez l'homme aujourd'hui depuis de nombreuses années, et on le fait également chez l'animal, et on peut laisser ces électrodes à demeure, donc enregistrer, et ça ne cause aucun dégât dans le cerveau. Hein. Donc ces expériences de Wolfram Schultz sont tout à fait éthiquement
extrêmement responsable. D'ailleurs, Wolfram Schultz est un des principaux chercheur qui en Angleterre a fait beaucoup pour que la cause animale soit défendue le mieux possible. Ce n'est pas incompatible d'être chercheur également sensible à la cause animale, loin de là. Cette petite parenthèse étant fermée, je vais juste montrer donc l'expérience qui est figurée ici. Donc ici, on enregistre donc dans le cerveau, et quand on voit un triangle, ça veut dire que les neurones ont répondu. Donc ici, c'est une expérience de conditionnement opérant classique, c'est-à-dire qu'on donne un stimulus, ici un stimulus visuel, une lumière qui s'allume, et quelques secondes plus tard, le singe reçoit une récompense, en l'occurrence du jus d'orange, parce qu'il aime beaucoup le jus d'orange. On voit ici que si on ne donne pas de signal conditionné à la récompense, quand la récompense est donnée, les neurones déchargent. Donc les neurones déchargent à la récompense. Ce qui a longtemps fait dire à certains chercheurs que les neurones à dopamine codaient la récompense. Ce que Schultz a montré, c'est que ce n'est pas ça qui code. C'est l'attente de la récompense qui n'est pas du tout pareille. Et la preuve est que si cette fois-ci, on apprend au singe à reconnaître la lumière et qu'il sait qu'il va voir la récompense après, ce qu'on enregistre, c'est quand le signal est donné que les neurones déchargent et pas quand la récompense est donnée. Donc les neurones répondent bien à l'attente de la récompense et non pas à la récompense. S'ils ne savent pas qu'il y a une récompense, ils répondent à la récompense. S'ils savent qu'il y a une récompense, ils répondent au moment où ils savent qu'il va y avoir une récompense. Si le signal de la récompense est donné, mais que le singe ne reçoit pas de récompense, les neurones s'inhibent, ont une activité plus faible. Mais vous ne voyez pas la flèche? Ah oui, ça c'est embêtant. Parce que je faisais pour que la vidéo... je ne sais pas si les gens de la vidéo le voient, du coup. Il n'y a que moi qui vois les flèches, du coup, depuis le début. Ah, je suis navré. J'ai fait exprès pour que tout le monde voie. Je ne m'étais pas rendu compte que la flèche ne fonctionne pas, en fait. Enfin, elle fonctionne sur mon écran à moi, mais pas sur le vôtre. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Donc, alors là, cette fois-ci, c'est les gens de la vidéo qui ne voient plus rien. Bon, écoutez... Donc, dans cette figure-là, vous voyez que ici, donc la lumière, le stimulus est donné, mais il n'y a pas de récompense, donc les neurones répondent en inhibition. Si il n'y a pas l'élément de prédiction est bloqué et qu'il n'y a pas de récompense, eh bien en fait, les neurones ne répondent pas. En revanche, si on bloque la prédiction chez un singe qui a appris, mais qu'on lui donne la récompense, cette fois-ci, la récompense, c'est à la récompense que les neurones répondent. Et en fait, on peut voir que la manière dont les neurones vont répondre dépend en fait de l'intensité de la prédiction et de l'intensité de la récompense. En fait, le cerveau en permanence évalue le rapport entre est-ce que ce que je vais avoir va être très très bien ou pas, et est-ce que ce que je reçois est bien ou pas. En permanence, donc cette valeur attendue est codée, et ça a été montré de façon très précise, toujours par Wolfram Schultz, où ici on voit que, en fait, ça c'est un enregistrement beaucoup plus précis. Là on voit en fait ce qu'on appelle en anglais des raster plots, c'est en fait chaque petit, c'est un histogramme en fait, où chaque barre ici correspond à un certain nombre de neurones qui déchargent. On voit ici, par exemple, dans cette expérience, justement, où il y a un stimulus conditionnel qui est donné et une récompense, que en fonction de la nature du stimulus, donc ici, en fait, c'est un stimulus qui n'est pas certain, puisque, en fait, les neurones répondent au moment où le stimulus est donné. Si il était certain de recevoir la récompense, ces neurones-là ne déchargeraient pas. Et ensuite, puisqu'il y a une incertitude, en fait, ces neurones déchargent avec une certaine fréquence et augmentent la décharge en se rapprochant en fait de la récompense. Et donc s'ils ne recevaient pas de récompense, en fait ces neurones s'inhiberaient. Donc c'est juste pour vous montrer que quand on dit que le cerveau évalue la valeur, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il le fait de façon assez semblable à un ordinateur en fait. En permanence, il calcule en fait la différence entre ce que j'attends et ce que je reçois. Donc ces travaux ont été confirmés dans d'autres espèces animales que le singe, même si c'est beaucoup plus précis chez le singe que chez les rongeurs, par exemple. Mais le même type d'analyse a été faite également d'ailleurs dans d'autres espèces, en particulier chez les oiseaux, et où on a le même type de phénomène, si vous voulez, que ce qui a été montré ici par Schultz.
Et donc, depuis quelques années, on a pu identifier tous les composants de ces fonctions exécutives si importantes dans les émotions. Donc, en particulier, donc, ces régions qui prédisent la récompense. Après, il y a des régions autres, aussi dans les ganglions de la base, le pallidum, qui vont sélectionner l'action à exécuter. Donc les neurones à dopamine sont ce signal de codage de la valeur. Et puis, dans le cortex cérébral, notamment dans le cortex préfrontal, en fait, l'action va être déterminée en fonction de l'état, en fonction du contexte dans lequel se trouve l'individu. Et encore une fois, donc la décision ou l'émotion sera différente en fonction du contexte, comme on l'a déjà bien vu tout à l'heure. Et juste une autre diapositive un peu barbare, je suis désolé, et en anglais en plus, mais pour montrer qu'il y a maintenant tout un ensemble de régions cérébrales, le cortex préfrontal ici, donc ce noyau accumbens dont j'ai déjà parlé, dans les ganglions de la base, l'amygdale ici, donc d'autres noyaux qui sont très importants pour, par exemple, la motivation et l'éveil, et puis d'autres régions dans l'hypothalamus qui nous renseignent sur notre état interne. Et tout ça, en fait, va permettre de comprendre dans quelle mesure l'événement vécu correspond à ce qu'on en attend. Alors encore une fois, ça peut être très neutre, ce n'est pas forcément toujours des émotions intenses. Et bien sûr, ces systèmes sont directement liés à la mémorisation et au conditionnement de ce qu'on vit en fonction de ce contexte et en fonction des récompenses attendues. Et puis également, les réponses corporelles sont ensuite déterminées en même temps en fonction de la nature de l'émotion qui est vécue. Donc aujourd'hui, on comprend vraiment, je dirais pas dans tous les détails, mais on commence à connaître de façon assez précise l'implication de ces systèmes cérébraux et de voir de quelle façon ils sont impliqués dans des pathologies aussi. Il y a de nombreuses pathologies qui modifient à la fois la prise de décision et la perception émotionnelle, la maladie de Parkinson par exemple, la schizophrénie, les déficits d'attention avec hyperactivité. Il y a tout un ensemble de pathologies qui empruntent, si vous voulez, qui utilisent ces circuits de façon inappropriée dans ces pathologies. Et également, on sait que en fait, le rôle de la dopamine est essentiellement lié en fait, à cette évaluation de la valeur, à ce stimulus conditionné. Il correspond en fait à des systèmes dans lesquels en fait, le système nerveux, pour comprendre le cerveau, pour comprendre l'événement vécu, doit faire des efforts importants, instrumentalisés, et qu'au contraire, une fois qu'on a bien appris ces conditions dans lesquelles on vit, ensuite, la plupart des actions que l'on va mener en fonction de cet apprentissage seront indépendantes de la dopamine, non conditionnées par les stimulus, et ça correspond en fait à ce qu'on appelle aujourd'hui les comportements de consommation. Donc ça c'est du franglais, je suis désolé, ça veut dire c'est la plupart des comportements que l'on fait après les avoir appris, de façon très, très automatique. Et c'est la grande majorité des actions qu'on fait ou des émotions qu'on vit correspondent à des éléments qu'on a appris très tôt dans notre vie et qu'ensuite on revit et revit en permanence. Et donc, pour finir sur cet aspect-là, c'est important de comprendre qu'il y a effectivement un lien direct entre donc, les émotions, la prise de décision et la mémoire. En fait, quand un événement survient, il est donc interprété dans le sens où effectivement la valeur de cet événement est codée, ce qui gouverne la réponse émotionnelle et cognitive, la réponse végétative, la réponse corporelle périphérique, et cet ensemble d'éléments est utilisé pour la mémorisation de cette expérience. Et ensuite, une fois qu'on a vécu cette expérience, bien évidemment, ce même stimulus pourra prendre une interprétation différente si on l'a vécu dans un certain contexte ou dans un autre. Chaque fois que l'on a appris la signification d'un stimulus dans un certain contexte, si le contexte change, la valeur de cet événement pourra également changer. Donc en fonction de cette expérience vécue, de façon récursive, si vous voulez, notre perception du monde et notre action dans le monde est modulée par ces systèmes qui gouvernent à la fois les émotions, la prise de décision et l'apprentissage, qui sont donc très très intriquement liés. Alors maintenant, je voudrais, pour la dernière partie de mon exposé, parler un peu plus de ces régions cérébrales chez les animaux et qu'est-ce qu'on en sait donc chez les animaux non humains. Comme on l'a dit tout à l'heure, les animaux sont capables d'exprimer les émotions de façon plus ou moins intelligible pour l'homme, bien sûr.
souvent de façon d'ailleurs assez inintelligible. Je pourrais vous raconter beaucoup d'anecdotes à ce point. On peut se tromper complètement sur la manière dont un animal ressent telle ou telle émotion, notamment chez les chiens ou les chats, par exemple. Les vétérinaires connaissent ça très très bien. Je peux pas résister au plaisir de vous raconter une anecdote qu'un des professeurs de l'école de vétérinaire de Maisons-Alfort, Bertrand Deputte, m'avait raconté il y a quelques années. En fait, il m'avait expliqué que les chiens qui donnent le plus souvent des accidents de morsure chez l'enfant, ce sont les labradors, qui ont la réputation d'être des chiens extrêmement gentils et doux. Sauf que le labrador, quand il est en colère, a une expression faciale qui ressemble à un sourire. Et donc l'enfant qui tire les oreilles de son chien voit son chien sourire, donc il pense qu'il est content, alors qu'en fait il est en colère. Donc il continue, du coup il tire sur la queue, il lui tape dessus. Et finalement le chien au bout d'un moment en a marre et lui mord la main. Et évidemment quand un labrador mord, c'est un chien de chasse extrêmement puissant, donc ça fait des dégâts. Et si vous voulez, c'est un des exemples un peu spectaculaires d'incohérence entre l'expression faciale que nous, êtres humains, on croit reconnaître chez un animal et la réalité de cette émotion pour le chien. Donc ce genre d'ambiguïté est relativement fréquente, déjà entre êtres humains, ça peut arriver, mais également bien sûr avec les animaux. Donc pour reprendre le cours de ce que je vous disais, que sait-on aujourd'hui des structures cérébrales qui jouent un rôle important dans ces fonctions exécutives, ces émotions chez l'animal? Alors, évidemment, là aussi, on pourra en parler pendant des heures, donc je vais juste prendre un ou deux exemples, parce qu'en fait, ce sont des structures cérébrales dont j'ai parlé et pour lesquelles les équivalents chez l'animal soit n'existent pas, soit ne sont pas évidents à identifier. Par exemple, le cortex préfrontal, l'amygdale, l'hippocampe, ou les systèmes à dopamine dont j'ai parlé qui sont dans le cerveau moyen, le mésencéphale, et qui projettent sur le cortex et les régions sous-corticales. Alors, avant d'en parler, je voudrais introduire une notion très importante pour tous ceux d'entre vous qui ne seraient pas spécialistes. C'est d'abord que le cerveau des animaux vertébrés auxquels nous appartenons, auxquels appartiennent les poissons, les oiseaux, les amphibiens, les requins, que sais-je, tous les animaux vertébrés ont en fait un cerveau qui est organisé suivant le même plan d'organisation générale. C'est-à-dire que les mêmes grandes régions du cerveau se retrouvent chez tous les animaux. Tous les animaux ont un bulbe olfactif, une région qu'on appelle le pallium ici, ce qui correspond au cortex chez les mammifères, un sous-pallium, un hypothalamus, des régions thalamiques, dorsales et ventrales, enfin peu importe les noms, mais toutes ces grandes régions cérébrales existent sous des formes très variables, c'est ça qui est important à comprendre, mais existent chez tous les animaux vertébrés. Donc, sur le plan de base des animaux vertébrés est très largement conservé. En revanche, dans chacune de ces régions, les tailles, les proportions, par exemple dans l'espèce humaine, le cortex prend un volume considérable et va recouvrir tout le cerveau, alors que chez une grenouille, par exemple, ce pallium sera proportionnellement beaucoup plus petit. Mais ça ne veut pas dire que la grenouille n'a pas de pallium, elle en a un, mais simplement de taille et d'organisation différente. La manière dont la morphologie de ce pallium est fabriquée est également très différente. Les connexions de ces neurones peuvent être très différentes dans toutes ces régions cérébrales. Donc ce n'est pas parce qu'on a un même plan d'organisation que tout est pareil. Il peut y avoir un très large degré de différence dans l'élaboration de ces structures, dans leurs connexions et même d'ailleurs parfois dans leurs fonctions. Donc juste pour montrer donc, un exemple plus précis, donc, qui est emprunté à une de mes collègues qui est présente ici, la Kei Yamamoto. Donc, si on regarde par exemple l'organisation du pallium d'un oiseau, c'est une organisation qui est faite de noyaux cellulaires plus ou moins perpendiculaires en fait, à l'axe du ventricule cérébral. Chez un poisson, l'organisation est faite également en noyaux différents, nucléaires, mais avec une morphogénèse complètement différente, qui n'a rien à voir avec celle des oiseaux ou celle des mammifères. Et chez les mammifères, en fait, le pallium est une organisation dite corticale, donc qui est faite de 6 couches superposées de neurones. Donc, si vous voulez, en fonction des espèces, toutes les espèces ont un pallium, mais l'organisation de ce pallium est assez différente, voire très différente, entre les différents groupes d'animaux vertébrés. Donc, c'est un premier point important à comprendre. L'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que de ce fait, contrairement à ce qu'on dit parfois encore aujourd'hui, ce pallium n'est pas une structure moderne. En fait, le pallium existe de façon très claire chez les poissons cartilagineux, les raies et les requins, chez tous les poissons osseux, chez les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc l'origine de ce pallium est très ancienne, probablement
d'ailleurs contemporaine de l'origine même des vertébrés. Donc le cortex en tant que tel n'est pas une structure moderne. Donc le fait qu'on l'appelle néocortex n'est pas justifié. Et même, on pourrait dire que finalement, la structure, puisque les groupes d'oiseaux, les groupes d'animaux les plus modernes de vertébrés sur Terre sont les oiseaux, eh bien, ce sont eux qui ont finalement les structures les plus modernes, puisque ce sont les derniers à être apparus sur Terre. Ce sont les vrais descendants des dinosaures. D'accord ? Donc en fait, il n'y a pas de relation entre la structure du cortex et la modernité supposée de ces animaux. C'est un premier point important. Alors, dans ce pallium ou ce cortex, en fait, si je reprends cette reconnaissance faciale des émotions que j'ai mentionnées tout à l'heure, ici, par exemple chez des primates ou des rongeurs, donc le groupe de Michel-Brecht en Allemagne a analysé la manière dont cette reconnaissance faciale était réalisée chez ces espèces. Et donc on voit qu'en fait, avec des degrés variables, mais à la fois par exemple chez ce rat taupe, chez la souris, chez le macaque ou dans l'espèce humaine, vous voyez qu'en fait des régions importantes, plus ou moins importantes en proportion et en taille réelle, sont utilisées pour cette reconnaissance faciale. Mais donc cette reconnaissance faciale, elle est cérébralement codée de façon très semblable en fait chez ces animaux qui ont une reconnaissance faciale dans des régions qui sont homologues, qui sont les régions corticales ou palliales, selon les espèces qui ont ces reconnaissances faciales. Donc il y a bien, si vous voulez, un substrat neuronal très clair de la reconnaissance faciale de ces émotions. L'autre point important, c'est que les structures cérébrales qui sont impliquées dans les fonctions exécutives, ces fonctions si importantes pour les émotions et la prise de décision, eh bien on en retrouve en fait des traces sous des formes différentes, là également, aussi bien chez les mammifères que chez les oiseaux, que chez ici un lézard, un poisson téléostéen, un poisson à nageoire rayonnée classique, si vous voulez, et un amphibien. Peu importe les noms, hein, simplement regardez le codage des couleurs. Si vous voyez, ces structures, elles existent en tant que structure chez tous ces animaux. Ça ne veut pas dire qu'elles font pareil et qu'elles sont semblables, mais tous ces animaux ont anatomiquement l'équipement qui permet de générer des fonctions exécutives et qui permet de générer ces émotions. Donc il n'y a effectivement aucune raison que ces animaux n'aient pas la possibilité d'exprimer ces émotions. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on connaît ces fonctions exécutives chez ces animaux que chez un très très petit nombre d'animaux, et de façon beaucoup plus imparfaite et beaucoup moins complète que chez les mammifères, par exemple, et encore moins que chez les primates. Donc il faut rester extrêmement prudent sur l'interprétation des données. Maintenant, je voudrais quand même vous montrer quelques expériences réalisées chez l'oiseau qui sont vraiment spectaculaires. Par exemple, ici, une expérience qui a été publiée il y a pas longtemps par le groupe de Rose aux États-Unis, où en fait un corbeau doit reconnaître en fait dans un ensemble de formes colorées. Vous voyez ici, donc on lui présente en fait 2, 3, 4 ou 5 carrés de couleurs différentes. On les lui présente pendant 0,8 secondes. Ensuite, on les enlève pendant 1 seconde et après, il doit indiquer, on lui représente un nouvel arrangement de couleurs et en fait, une a changé et il doit analyser celle qui a changé. C'est une tâche qui est relativement complexe que des enfants de l'âge de 3, 4, 5 ans sont absolument incapables de faire, par exemple. Eh bien, vous voyez qu'en fait, les corbeaux et les singes, donc c'est des macaques ici, ont les mêmes performances dans ce type de tâche. Donc, ce qui montre qu'effectivement, ces fonctions exécutives, là, ça nécessite de faire travailler ce qu'on appelle la mémoire de travail, ça nécessite un choix complexe, ça nécessite un apprentissage très rapide. Bien, on voit que pour une tâche aussi complexe, là, dans ce cas-là, les corbeaux et les macaques font aussi bien les uns que les autres. Donc, c'est pas parce que, encore une fois, les oiseaux n'ont pas de cortex qu'ils ne sont pas capables de faire des choses tout à fait extraordinaires et aussi bien qu'un animal qui a un cortex. Ils ont aussi un pallium. C'est simplement la forme et la configuration qui changent, mais la nature des opérations qui sont faites dans ces structures cérébrales sont de même ordre. Et c'est la même chose. Donc ce type d'expérience où on peut analyser le codage de la valeur a pu être également réalisé chez les oiseaux de façon un petit peu moins détaillée que chez le singe comme tout à l'heure, mais globalement, le mode de fonctionnement
des neurones à dopamine est semblable. Alors, c'est quand même très étonnant à bien des égards, parce que ce type d'activité ici, donc ce choix complexe ici, fait appel en fait à ce que j'explique tout à l'heure, une mémoire de travail élaborée qui, chez les primates dont l'homme, dépend très largement de l'existence du cortex préfrontal. Or, justement, s'il y a une chose que les oiseaux n'ont pas, c'est un cortex préfrontal. Et même, je voudrais passer quelques minutes pour montrer que ce cortex préfrontal, qui est figuré ici chez l'homme, qu'on définit comme étant en fait la partie du cortex qui est en avant des aires motrices, bon, peu importe, hein, bon, on peut le décrire de différentes façons. Il y a tout un ensemble de caractéristiques anatomiques qui permettent de le distinguer. Un premier point, le volume du cortex préfrontal chez l'homme, c'est à peu près 30% du cortex, c'est seulement 4% chez les chats et plutôt 2 à 3% chez les rongeurs. Donc en fait, le volume de ce cortex préfrontal est beaucoup plus important chez les primates et en particulier chez l'homme que chez les rongeurs. Une grande partie du cortex préfrontal des primates n'a aucune correspondance chez les rongeurs. Si on regarde ici les codes couleurs, vous voyez ce qui est en jaune, c'est ce qui correspond, ici c'est un cerveau de souris, ça correspond à une partie du cortex préfrontal dans l'espèce humaine, mais une grande partie du cortex préfrontal n'a aucun équivalent chez la souris. Alors ça montre aussi que quand on fait des expériences chez la souris, y compris des expériences de type fonction exécutive, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on reproduise l'intégralité de ce qu'on peut faire chez l'homme, puisque par définition, anatomiquement, ils n'en ont pas la capacité. On peut voir également que donc ce cortex préfrontal, en fait, ce cortex préfrontal n'a pas d'homologue du tout chez les autres espèces, hein, donc en particulier par exemple les oiseaux dont je parlais tout à l'heure, ou les poissons ou d'autres. Donc la définition fonctionnelle de ce cortex préfrontal, c'est d'être majoritairement impliqué dans ces processus cognitifs de haut niveau que j'appelle depuis tout à l'heure les fonctions exécutives, et en particulier donc dans le traitement de la mémoire de travail. Donc on voit ici que par exemple, donc en rouge ici, c'est la taille du cortex préfrontal chez l'homme par rapport à un chimpanzé ou par rapport à un macaque. On voit que proportionnellement, il est nettement plus grand, mais proportionnel à la taille du cerveau chez un chimpanzé ou chez le macaque. Ouais. En revanche, il y a d'autres aires cérébrales, comme les aires visuelles ici, qui sont également plus grandes chez l'homme en proportion que chez le chimpanzé et chez le macaque, donc tout est proportionnellement plus grand. Mais vous voyez que la pente de la droite est nettement plus faible que celle du cortex préfrontal ou des aires associées, hein, ce qui montre que, en fait, dans l'espèce humaine et les primates, c'est cette région du cerveau qui a le plus grandi. Hein, c'est ces régions impliquées dans ces prises de décision qui sont les plus différentes entre l'homme et les primates non humains, et aussi entre les primates et les autres animaux. Et pourtant, encore une fois, vous avez vu tout à l'heure, les corbeaux sont capables de faire des opérations qui nécessitent ce cortex très volumineux chez les j'ai perdu le fil, chez les oiseaux, chez les rongeurs, je ne me souviens plus quelle phrase je voulais dire. Donc simplement, la conclusion, c'est qu'effectivement, ce cortex préfrontal a une taille et des proportions très variables par rapport aux autres aires cérébrales chez les mammifères. Et cette évolution qu'on appelle mosaïque, donc qui n'a pas de logique apparente, si vous voulez, il n'y a pas il n'y a pas du tout une échelle de la nature, on ne peut pas considérer qu'il y a des animaux plus modernes que d'autres, plus élaborés que d'autres, c'est simplement très variable. En fait, cette variation, elle correspond à une adaptation à différents modes de vie, donc il n'y a pas de tendance évolutive particulière pour cette région du cortex. Et donc, chez les oiseaux, donc plusieurs auteurs ont en fait identifié une région qui correspond fonctionnellement à ce cortex préfrontal, mais qui n'est pas du tout en position antérieure ou frontale, mais au contraire en position occipitale, donc postérieure par rapport au cerveau, et dont les connexions et un certain nombre de types cellulaires sont en revanche très proches de ceux qu'on trouve dans le cortex préfrontal des primates. C'est comme si les oiseaux avaient inventé une deuxième manière, si vous voulez, de faire des fonctions exécutives, avec une région du cerveau qui a des caractéristiques communes à celles des mammifères, mais inventée une deuxième fois. C'est ce qu'on appelle clairement une convergence évolutive. C'est au cours de l'évolution, deux groupes d'animaux ont trouvé deux solutions différentes, mais avec des points communs, pour résoudre un problème particulier. Et donc ce phénomène de convergence sous contrainte, surtout quand la contrainte est forte, et ce que je voudrais faire passer comme idée ici, c'est que la contrainte
d'apprentissage de la valeur est une contrainte extrêmement forte. On ne peut pas apprendre correctement quoi que ce soit pour n'importe quel animal que ce soit s'il n'y a pas une manière de coder la valeur. Et donc ce n'est pas forcément très étonnant que plusieurs espèces animales aient trouvé des moyens différents de coder cette valeur, si vous voulez. Ça veut pas, ils ne le font pas de la même façon, mais ils y arrivent quand même, et pas forcément moins bien, parce que ce n'est pas un cortex préfrontal. C'est ça l'idée. Presque pour finir, aussi pour reprendre un travail qu'on a fait dans le laboratoire, donc par exemple, ces neurones à dopamine qui sont chez les oiseaux ou chez les mammifères présents dans le cerveau moyen et qui sont si importants pour ce codage de la valeur dans les régions sous-corticales ou dans les régions corticales, en fait, ces neurones, par exemple, n'existent pas chez les poissons téléostéens. Ils n'existent pas. Et pourtant, les poissons codent la valeur, apprennent de façon conditionnée, sont sensibles aux drogues d'abus, comme la cocaïne par exemple, qui utilisent ces systèmes de récompense. J'en avais parlé aussi l'année dernière. L'addiction, finalement, c'est une exacerbation de la motivation liée à la manière d'apprendre, où tout devient particulièrement valorisé quand la drogue est prise. Et donc, du coup, on a tendance à la reprendre parce que, en quelque sorte, elle nous fait très plaisir. Les poissons sont tout à fait capables de développer des addictions. Donc, même si une partie des systèmes qui sont utilisés dans l'élaboration des addictions chez les mammifères n'existe pas chez les poissons, ça veut dire qu'ils ont un autre système qui fait la même chose. Donc là, encore une fois, c'est un phénomène de convergence évolutive. Donc, pour finir, je voulais simplement dire que donc, les émotions, chez les animaux dont l'homme est un animal comme les autres, ont des bases neurales qu'on commence à bien connaître et qui sont, pour la plupart de celles qu'on connaît, l'objet d'une très forte convergence évolutive. C'est-à-dire qu'en fait, ces animaux font la même chose fonctionnellement, mais avec des systèmes qui sont en partie différents, pas complètement différents. Il ne faut pas non plus dire que tout est complètement différent. Il y a des parties, il y a des points communs, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et en fait, comme je l'ai dit il y a un instant, ces systèmes sont d'une très grande importance, puisque c'est eux qui, à chaque instant de notre vie, donnent la valeur à tout ce que l'on vit, à tout ce que l'on construit. Donc, juste pour terminer, si certains d'entre vous préfèrent justement un peintre comme Charles Lebrun à Miro ou à Jean-Michel Basquiat, si certains préfèrent Mozart à Céline Dion ou l'inverse, si certains préfèrent Booba à Georges Brassens, eh bien c'est parce que votre histoire vous apprend à prendre du plaisir ou à préférer certains aspects de la vie que vous vivez par rapport à d'autres. Et donc, je pense que la biologie des émotions, c'est aussi la biologie de ce qui nous rend chacun individus différents les uns des autres. Ce sont des prémices à la biologie de l'individuation que peut-être dans quelques années, on sera capable de faire, de comprendre pourquoi chacun d'entre vous est différent les uns des autres. Merci beaucoup.